Votre journal de l'Afrique sur France 24, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce soir, le Mali endeuillé, 35 morts au Bamo dans 2 attaques dans le centre du pays. Assaut revendiqué par les djihadistes du JNIM. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dit avoir visé des miliciens pro-gouvernementaux. Décryptage à suivre de notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Les mises en garde de l'opposition en République démocratique du Congo après le discours de Félix Tshisekedi. Le président n'exclut pas un 3e mandat ni une révision constitutionnelle. Il conditionne par ailleurs la présidentielle de 2028 à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Et puis nous irons au Kenya qui accueillera la semaine prochaine l'Africa Forward, un sommet co-organisé par la France avec à la clé des partenariats gagnant-gagnant. Elles ont eu lieu mercredi dans le centre du Mali. 2 attaques quasi simultanées visaient les localités de Korikori et Gomosogu. Plusieurs dizaines de morts évoquées, dont des civils. À la manœuvre, les djihadistes du JNIM qui ont revendiqué les assauts. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dit avoir visé des miliciens pro-gouvernementaux. Quasiment 2 semaines maintenant après l'offensive d'ampleur menée dans le pays avec l'aide des indépendantistes Touaregs du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Pour l'analyse, notre correspondant régional Serge Daniel, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors dans cette même zone, l'armée malienne a dit jeudi qu'elle avait mené une opération contre des groupes armés terroristes. On a du mal à savoir en faveur de qui finalement se fait le rapport de force sur le terrain. Ça dépend des endroits. D'abord les forces rapidement. Vous avez l'armée malienne appuyée par les Russes. De l'autre côté, vous avez le Front de libération de l'Azawad appuyé par les djihadistes. Donc les deux. Et au centre, vous avez les miliciens. Et ce qui est important de mon point de vue à savoir, ça dépend des localités. Si vous prenez le sud, par exemple, on va parler du blocus tout à l'heure, je pense que l'armée malienne quand même tient des positions, même si les djihadistes avancent vers le sud. Il n'y a pas de conquête de territoire au sud. Donc, les rapports de force sont tels que la situation est très volatile. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de forces armées, de forces militaires clairement définies et que chaque parti travaille avec pas des supplétifs, mais sous-traite sa sécurité, ça aggrave la situation, je trouve. On voit que les fronts on pense aussi que les fronts pourraient se multiplier finalement jusqu'à affaiblir complètement l'armée malienne et donc la junte au pouvoir. C'est ce qui est difficile pour la junte aujourd'hui au pouvoir. Vous voyez par exemple le sud, vous avez 6 axes routiers qui mènent à Bamako. Comment contrôler par exemple 6 axes routiers donc ça fait des centaines, voire quelques milliers de militaires. Et au même moment, aller sur le terrain pour combattre au centre les djihadistes de Amadou Koufa et puis aller au plus au nord pour combattre cette fois-ci les forces de libération de l'Azawad et les djihadistes, ça fait quand même beaucoup. Ce qui fait que le dialogue politique, à mon avis, est l'une des clés pour faire avancer un processus de paix au Mali aujourd'hui. Alors précisément, le JNIM, donc le groupe terroriste qui est à l'origine de ces attaques dans le centre du Mali et qui a mené cette offensive d'ampleur le 25 avril, pourrait se transformer petit à petit en force politique, devenir finalement un interlocuteur avec l'opposition malienne ? Il ne faut pas se tromper. Le JNIM veut une coalition de forces pour faire tomber le gouvernement, mais les forces politiques qui pensent pouvoir gouverner avec le JNIM une fois le gouvernement tombé, se trompent. Moi, je ne suis pas de cette chapelle qui pense que les djihadistes et les forces politiques vont pouvoir gouverner. Vous vous souvenez, en 2012, au Mali, c'était la même chose. Il y avait des indépendantistes sur le même terrain que les djihadistes. Vu de l'extérieur, on disait non, mais les indépendantistes, les laïcs, on va les soutenir et repousser les djihadistes. Ce qui s'est passé, vous vous souvenez à l'époque, ce sont les djihadistes qui ont balayé les indépendantistes après. Donc attention, oui, coalition pour faire tomber par exemple le régime, mais qu'est-ce que vous faites après ? L'après, c'est très important. Si vous ne parlez pas de l'après avant l'après, vous ne pourrez pas vous en sortir. Il faut être extrêmement prudent de dire que oui, voilà, le JNIM, les djihadistes vont tout gérer, vont assurer la coalition avec les forces de l'opposition, etc. Et le régime va tomber, ils vont gouverner ensemble. Non, le régime ne va pas croiser les bras et dire « Maintenant que nous avons pris le pouvoir, nous remettons le pouvoir aux civils ». Non, ça va être difficile. Alors les civils et les Maliens, évidemment, parce que c'est eux qui sont en premier lieu concernés. Est-ce que ces attaques du 25 avril ont renforcé quelque part l'attachement qu'ils pouvaient avoir à l'armée
malienne ou au contraire, ça a décrédibilisé le pouvoir, pas l'aura, mais en tout cas le rôle que pouvait avoir l'armée? Il y a deux choses dans tous les pays. Vous savez, l'armée et l'équipe nationale de football sont très populaires. Donc les Maliens, ils adorent, ils respectent leur armée. Mais ce qui s'est passé le 25, c'est une défaillance grave des services de renseignement. Vous avez des camions kamikazes qui sont rentrés dans l'endroit le plus sécurisé du Mali, qui ont tué le ministre de la Défense, Sadio Camara, qui ont tenté de tuer le président de la transition. Donc c'est quand même une défaillance grave des services de renseignement, des services de sécurité. De ce point de vue, vous avez des Maliens qui sont inquiets, qui disent « mais pourtant, on a du matériel, on a des Russes, on a des mercenaires. Pourquoi c'est arrivé? Comment on peut nous attaquer comme ça? Il y a des interrogations, ça c'est sûr, mais ce qui s'est passé le 25 avril, c'est la preuve vraiment que le système de renseignement n'a pas du tout fonctionné. Alors on voit que le chef de la junte au pouvoir, Assimi Goïta, veut reprendre la main. Très tôt, il a parlé de situation maîtrisée. Ça veut dire qu'il faut exclure un départ volontaire de sa part. Est-ce qu'on pourrait aussi assister, dans les prochaines semaines par exemple, un soulèvement populaire des Je ne crois pas du tout au départ volontaire de Goïta. Pourquoi? Parce qu'il a deux objectifs aujourd'hui. C'est de reprendre Kidal des mains des djihadistes et des indépendantistes. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a du matériel militaire qui est arrivé de Russie il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Je crois même qu'il y a des hommes qui sont arrivés. Il y a une cellule de crise qu'il dirige lui-même depuis les événements. C'est moi pas bouger, ça c'est évident. Mais est-ce qu'il y aura un soulèvement populaire? Il faut voir comment ça se passe. Les gens sont traumatisés d'abord par ce qui s'est passé, les attaques dans les localités. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu des centaines de personnes qui sont bloquées sur les routes du Sud, etc. Ça ne rend pas forcément les djihadistes populaires. C'est vrai que ça ne rend pas aussi le régime populaire. Donc je suis plutôt nuancé de dire... On va voir comment les choses vont se passer. Demain, par exemple, il y a une manifestation à la gloire du régime. On va voir combien de personnes il y aura. Mais je suis persuadé, moi, que sur le cas du Mali, si on veut aller plus loin, si on veut sortir de la crise, c'est vrai que le tout sécurité ne va pas régler la question, mais il faut quand même discuter. Il faut un dialogue politique, faire un véritable dialogue politique, une espèce de Big Bang, remettre tout à plat et dire, voilà, nous allons discuter. Les exilés, rentrez, ceux qui sont en prison, sortez, pour que nous parlons de l'avenir de notre pays. Merci beaucoup Serge Daniel, notre correspondant régional. Merci d'avoir analysé avec nous la situation au Mali. La conférence de presse de Félix Tshisekedi ne laisse pas l'opposition de marbre en République démocratique du Congo. Bien au contraire, si devant les journalistes, le président a mis en avant son bilan, il n'a pas exclu non plus de briguer un troisième mandat. La Constitution ne lui permet pas, mais il est ouvert à une modification du texte par référendum. Il envisage aussi un report de la présidentielle prévu en 2028 si la guerre dans l'est du pays était amenée à se poursuivre. Le tour des réactions avec notre correspondante Aurélie Bazarak et Bangoula. Pour Jean-Marc Kabound, ex-chef du parti présidentiel devenu opposant, la démocratie est en péril. Prince Epenge de la coalition Lamuka affirme que tout changement de la Constitution pourrait plonger le pays dans une grave crise. Même opinion pour Deli Sesanga qui met en garde sur le risque de voir le pays entrer dans un nouveau cycle de tensions institutionnelles. Jusqu'à présent, le président s'est caché derrière ses partisans et aujourd'hui, les masques sont tombés effectivement parce qu'il assume désormais qu'il est dans une campagne pour la recherche par plébiscite d'un troisième mandat. Et ce qui est choquant dans ça, c'est que comme chef de l'État, il a la charge de faire respecter la Constitution, mais il se sert plutôt de souffrance de notre peuple pour instrumentaliser son maintien au pouvoir. Nous, à l'opposition, nous en appelons à tous les démocrates, aussi bien de la société civile que dans la majorité même, où il y a des gens qui murmurent et qui sont contre ce projet, de pouvoir se mettre ensemble pour faire barrage à la dérive de M. Tshisekedi. D'autres opposants comme Martin Fayoulou ou Moïse Katumbi n'ont pas encore réagi. De son côté, le mouvement citoyen Lucha relève les contradictions de la parole présidentielle et pose une question. Comment le chef de l'État peut envisager ne pas organiser d'élections sans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en partie contrôlées par les rebelles de la FCM 23, et en même temps envisager d'organiser un référendum
parole sur la Constitution. Alors le président Tshisekedi a eu des mots clairs pour expliquer clairement la marche du pays. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement. La majorité au pouvoir se félicite de son côté d'une prise de parole réussie du chef de l'État. Et dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plusieurs morts ont été rapportés, au moins 36 personnes tuées dans des attaques menées par les ADF, les forces démocratiques alliées, ces rebelles alliés à l'État islamique. En début de semaine, dans un nouveau rapport, Amnesty International alertait sur la multiplication des atteintes aux droits de l'homme, imputables à ces combattants des crimes de guerre et crimes contre l'humanité notamment. À l'approche des législatives en Guinée, c'est dans 3 semaines, la campagne s'intensifie, les craintes de l'opposition aussi. Le principal parti s'est retiré, dénonçant des violations du code électoral. Le scrutin est censé tourner la page de la transition militaire avec le rétablissement d'institutions élues. Mais beaucoup s'inquiètent de voir la future Assemblée nationale à la solde du pouvoir en place. La correspondance de Malik Diakité. Sur le terrain à Conakry, les partis politiques alliés au GMD, le mouvement qui soutient le président Mamadi Doumbouya, multiplie les opérations de proximité. Des affiches publicitaires, des meetings et des opérations de porte-à-porte sont organisées dans plusieurs quartiers de la ville. Au même moment, l'opposition absente du terrain dénonce des violations du code électoral. Plusieurs figures de l'opposition, dont le principal adversaire du régime, Yero Baldé, ont annoncé leur retrait du processus, ce qui soulève des interrogations sur la crédibilité du futur scrutin. L'Assemblée à venir pourrait être une assemblée monocolore, donc sans véritable débat démocratique à l'interne. Ça pourrait être un prolongement même de l'exécutif, alors que le législatif doit jouer un peu le rôle de contre-pouvoir. Pour moi, si nous sommes en démocratie, où nous ne voulons pas avoir une démocratie déséquilibrée, il faut ouvrir le jeu pour respecter le critère de pluralité, le critère d'inclusivité, le critère de légitimité. Les Guinéens sont appelés aux urnes le 31 mai prochain pour un double scrutin qui devra permettre d'élire les 147 députés de l'Assemblée nationale ainsi que les 342 maires. Nairobi, la capitale kenyane, accueillera les 11 et 12 mai prochains le sommet Africa Forward, co-organisé par la France. Seront présents une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, de nombreux investisseurs aussi. Objectif, développer de nouvelles relations avec le continent. Comment ? Grâce à des investissements économiques gagnant-gagnant. Le reportage d'Élodie Cousin et Bastien Renouille. Dans cette ferme kenyane, 1500 employés cultivent brocolis, haricots verts et maïs. Une partie de la production part en Europe. Leurs normes sont vraiment strictes. Nous devons enlever ceux qui ne sont pas du bon calibre. Et s'il y a des dégâts causés par les insectes que nous pouvons voir, nous les mettons de côté. Pour respecter ce cahier des charges, l'entreprise a été accompagnée par l'Agence française de développement à travers un programme mêlant formation et voyage en France. De quoi aider la société à conquérir l'Hexagone et peut-être créer de nouvelles opportunités pour des entreprises françaises. Là, il y a des choses à faire, et même pour les acteurs français, de découvrir en fait aussi ce nouveau marché, à la fois économique, culturel, à bien des égards. Voilà, l'idée, c'est de faire un pont et de stabiliser ça, et puis peut-être même aussi de créer des chemins qu'on n'avait pas envisagés avant. Pas d'histoire commune entre le Kenya et la France, mais elle est tout de même devenue le 4e investisseur du pays, derrière la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour réussir à s'implanter, Paris a signé de nombreux partenariats, notamment dans la production d'énergie verte. La ressource en vent, elle est vraiment très intéressante. La productivité d'un parc éolien ici, sur le bord du vallée de la Rift, elle est très largement au-delà de ce qu'on voit en Europe. Ici, l'aide au développement passe par un investissement de Proparco dans le capital de la société. La filiale de l'AFD est spécialisée dans les entreprises à mission, comme ces éoliennes qui alimentent 250 000 foyers. Kipeto Energy, c'est une société privée, c'est une société kenyane et c'est une société qui est autonome financièrement. C'est une société qui a un acheteur, qui est l'opérateur public kényan. Et cette société, elle a pour vocation d'être rentable et d'être pérenne. Proparco réinjectera ensuite ses bénéfices dans d'autres projets, qu'ils soient au Kenya ou ailleurs en Afrique. En 2025, elle a signé pour plus d'1 milliard d'euros d'investissement sur le continent.
Allez, je vous retrouve à 22h45, un petit peu avant même, pour une nouvelle édition du Journal de l'Afrique. On reviendra sur cette revisite de l'Avare de Molière signée Abbas Zaïn. Ça se passe à Dakar, vous verrez. En attendant, c'est l'actu 360 avec Claire Hildebrandt. À tout à l'heure.